au dîner de Noël, mon père a ouvert la porte, a levé les yeux au ciel et a dit « On ne veut pas de toi ici, va gâcher les fêtes de quelqu'un d'autre. » J'ai regardé à l'intérieur et j'ai vu toute ma famille autour de la table, en train de rire. J'ai juste hoché la tête, fait demi-tour et dit « Compris ». 10 minutes plus tard, mon père a surgi par la porte en hurlant mon nom. Je m'appelle Amber et j'ai 27 ans. Noël dernier, mon père a ouvert la porte d'entrée, m'a dévisagé comme si j'étais un colis déposé sous le mauvais porche, et m'a fait comprendre, très clairement, que je n'étais pas la bienvenue. Je me tenais là, une bouteille de vin dans une main et un plateau de biscuits dans l'autre. Je les avais préparés la veille, car une part obstinée de moi-même voulait encore se présenter comme ma mère l'aurait fait. J'ai sonné. À l'intérieur, on entendait le bruit des fourchettes contre les assiettes, des rires lointains, et le bourdonnement régulier d'une famille qui avait décidé qu'elle fonctionnait très bien sans moi. Le verrou a cliqué, la porte s'est ouverte. Mon père s'est contenté de me fixer. Pas d'étreinte, pas de « Joyeux Noël », juste un lent roulement d'yeux, comme si je l'épuisais déjà. Il a décalé son épaule pour que je puisse voir derrière lui. La table de la salle à manger était pleine. Sa femme, ma petite sœur, des proches que je n'avais pas vus depuis des années. Chaque chaise était occupée, les assiettes étaient pleines, les visages tournés les uns vers les autres. Pas une seule personne ne s'est tournée vers la porte. Puis, il s'est penché un peu plus près, et la nuit s'est durcie autour de ses mots. Il m'a dit qu'il ne voulait pas de moi ici, et que je devrais aller gâcher les vacances de quelqu'un d'autre à la place. Mes doigts se sont resserrés autour du plateau. J'ai dégluti, j'ai hoché la tête une fois, et j'ai répondu que je comprenais. Puis, j'ai redescendu les marches, je suis monté dans ma voiture, et je me suis éloigné de la maison où j'avais grandi. Environ 10 minutes plus tard, j'étais assise sur le parking bondé d'un centre commercial, fixant le volant, quand des phares ont balayé mon capot avant de s'arrêter brusquement. Mon père est sorti, est venu directement à ma fenêtre, et a crié mon nom comme s'il ne venait pas juste de me mettre à la porte. Si les histoires de famille injustes comme celle-ci vous touchent, restez avec moi, abonnez-vous, et je vous dirai exactement ce qu'il a dit sur ce parking. Au moment où la voiture de mon père s'est arrêtée brutalement devant la mienne, le parking n'était plus qu'un flou de feu stop et de neige fondue. Je ne suis pas sorti. Je l'ai regardé dans le rétroviseur latéral alors qu'il se précipitait à travers les lignes peintes au sol, le manteau à moitié zippé, les épaules voûtées comme s'il se préparait à affronter une météo qui n'avait rien à voir avec la température. Il a tapé sur la vitre, mais je n'étais pas pressé de baisser la fenêtre. La dernière fois qu'il m'avait ouvert une porte, c'était pour me mettre dehors. Maintenant, il se tenait sous la lueur crue d'un lampadaire de centre commercial, au lieu de la lumière chaleureuse de son Porsche. Ce contraste en disait plus que n'importe quelle excuse. Quand j'ai enfin entrouvert la fenêtre, il s'est mis à parler vite, comme si la vitesse pouvait effacer ce qui avait déjà été dit sur le perron. Le stress, la tension, les fêtes qui pèsent sur tout le monde. Comment les choses étaient sorties de travers. Des phrases familières, que les gens utilisent quand ils veulent adoucir quelque chose qui était, en fait, très clair. J'ai laissé les mots glisser sans en retenir aucun. Je savais ce que j'avais entendu. Je savais ce que j'avais ressenti. Puis, son ton a changé. La précipitation a quitté sa voix, remplacée par quelque chose de plus lourd. Il a dit qu'il y avait quelque chose appartenant à ma mère qu'il était censé me donner, quelque chose qu'il aurait dû me remettre il y a des années. Il a expliqué que plus tôt dans la soirée, pendant que Linda était occupée dans la cuisine, il avait fouillé dans le tiroir du bureau pour trouver des bougies supplémentaires. Cette partie semblait assez banale, mais c'est là qu'il a vu une enveloppe, glissée derrière une pile de vieux formulaires d'impôts. Mon nom était écrit dessus, de la main de ma mère. Ce détail a crispé mes mains sur le volant. Pas seulement parce que l'enveloppe existait, mais parce qu'elle avait déjà été vue auparavant. Il a avoué que ce n'était pas la première fois qu'il la remarquait. Des mois après la mort de ma mère, quand Linda l'aidait à organiser ses papiers, l'enveloppe avait fait surface. Il avait enregistré mon nom, ressenti une pointe de quelque chose qu'il ne voulait pas examiner, et avait laissé Linda la glisser à nouveau dans le tiroir avec le reste. Il s'était dit qu'il y aurait du temps plus tard, que peut-être elle m'en avait déjà parlé, que ce n'était peut-être pas important. Maintenant, debout sur un parking avec son souffle embuant la vitre, il n'avait plus d'excuses. Quand il l'a revue en cherchant des bougies, la culpabilité l'a frappé différemment. Cette fois, il l'a ramassée. Cette fois, il a lu mon nom et n'a pas pu prétendre que c'était destiné à quelqu'un d'autre.
C'est pour ça qu'il avait quitté sa propre maison au milieu du dîner de Noël et suivi mes feux arrière dans la neige. En l'écoutant, j'ai ressenti deux choses à la fois. Il y avait la douleur de savoir que quelque chose qui m'était destiné attendait à quelques pièces de là, alors que je passais les fêtes seul. Et puis, il y a eu la réalisation brutale que son inaction n'avait pas été un accident. C'était un schéma. Il n'avait pas voulu faire de vagues, alors il avait laissé ma place dans la famille partir à la dérive. L'enveloppe ressemblait soudain moins à un objet sentimental qu'à une explosion à retardement. Une petite bombe de papier qui avait tic-taqué doucement dans son bureau, pendant que les autres construisaient une nouvelle version de la famille sans moi. Il m'a demandé de revenir, non pas pour m'asseoir à table ou poser pour des photos, mais pour entrer dans son bureau et lire enfin ce qu'elle avait écrit. Il a dit qu'il me devait au moins ça. Peut-être qu'il me le devait. Mais la partie de moi qui répondait encore à la voix de ma mère se souciait moins de ce qu'il me devait, que de ce qu'elle avait essayé de dire avant de manquer de temps. Pendant un instant, j'ai envisagé de refuser. J'ai imaginé rentrer chez moi, mettre autant de distance que possible entre moi et leur maison, et laisser ce qu'il y avait dans cette enveloppe rester enterré. L'idée ressemblait à une forme de sécurité, mais aussi à une trahison envers la seule personne qui ne m'avait jamais traité comme un désagrément. J'ai pensé à toutes les nuits où j'avais souhaité une conversation de plus avec elle, une phrase de plus à laquelle me raccrocher quand le reste de la famille me faisait sentir comme une étrangère. La lettre ne réglerait peut-être rien, mais elle était d'elle, et elle était pour moi. En fin de compte, c'était suffisant. J'ai tourné la clé, j'ai sorti doucement ma voiture de la place de parking, et j'ai suivi ses phares vers la sortie. Je ne revenais pas pour eux. Je revenais pour elle, et pour la version de moi-même en laquelle elle avait cru bien après que les autres eurent cessé d'essayer de la voir. Le trajet de retour vers la maison n'a pas ressemblé à une retraite. C'était comme être attiré vers l'œil d'une tempête autour de laquelle je tournais depuis des années, à distance. Au moment où nous avons tourné dans l'allée familière, les lumières aux fenêtres semblaient mises en scène, comme des décorations dans la vie de quelqu'un d'autre. Papa a marché devant moi par l'entrée latérale, passant devant la cuisine où les assiettes attendaient toujours sous les lumières chaudes, et s'est dirigé vers le garage. Le contraste entre le bruit que je savais être à l'intérieur, et le silence du couloir, m'a serré la poitrine. Je l'ai suivi dans le petit bureau attenant au garage, une pièce à laquelle je n'avais jamais prêté attention auparavant. Il a ouvert le tiroir du bas du classeur métallique, et a reculé, comme pour me laisser voir par moi-même. Glissée derrière d'épais dossiers administratifs, se trouvait l'enveloppe qu'il avait décrite. Elle était blanc cassé, les bords adoucis par le temps, avec mon nom écrit dans une inclinaison que je connaissais mieux que la mienne. Pendant une seconde, tout ce que j'ai pu faire a été de fixer cette écriture. Elle m'a tiré en arrière dans le temps mieux que n'importe quelle photographie. Je l'ai ramassée avec précaution, craignant que mes doigts n'y laissent quelque chose qui n'y était pas quand elle l'avait scellée. Le rabat était encore intact. Personne ne l'avait ouverte. Personne n'avait même fait semblant. Cette réalisation a résonné plus fort que n'importe quelles excuses que j'avais jamais voulu de cette maison. L'enveloppe semblait plus lourde que du papier ne devrait l'être, pas à cause de l'encre, mais à cause des années qu'elle avait passées dans le noir pendant que je me demandais pourquoi tout était devenu si silencieux entre nous. C'était comme une explosion à retardement, censée se déclencher à mes 25 ans, et forcée d'attendre que quelqu'un se découvre enfin une conscience. J'ai glissé un doigt sous le seau et j'ai déplié la lettre à l'intérieur. Sa voix est revenue dans les lignes et les boucles de l'encre. Elle écrivait sur moi comme elle le faisait quand nous étions seuls dans la cuisine, tard le soir, quand tous les autres étaient allés se coucher et qu'elle me parlait comme si j'étais déjà adulte. Elle disait qu'elle était fière des choix que j'avais faits, même quand ils ne correspondaient pas aux attentes des autres. Elle disait que je n'étais pas la déception que certaines personnes essayaient de me faire croire. Il y avait un paragraphe sur la façon dont certains proches me traitaient. La façon dont ils favorisaient ce qu'ils considéraient comme des enfants, faciles, la façon dont ils confondaient obéissance et loyauté. Elle ne nommait personne, mais je n'avais pas besoin de nom. Je les avais vécus. Puis est venue la partie qui a aiguisé mon attention. Elle expliquait qu'elle avait mis de côté un compte à mon nom. Pas une fortune, mais assez pour me donner des options, assez pour m'empêcher de dépendre de gens qui utilisaient l'argent comme une laisse. Elle avait prévu qu'il devienne accessible à mes 25 ans. Une façon discrète de dire qu'elle avait confiance en mon jugement, même si elle n'était pas là pour le voir. J'avais dépassé cet âge maintenant. Des années avaient passé. Personne n'avait dit un mot. En lisant cela, quelque chose en moi s'est réorganisé. Pendant longtemps,
j'avais porté cette idée que j'avais peut-être exagéré la façon dont il me traitait, que j'étais peut-être trop sensible, trop prompt à prendre la distance pour du rejet. Ces mots ont traversé ce brouillard. Elle savait. Elle avait anticipé les façons dont il pourrait essayer de me faire sentir petite. Elle avait essayé de construire un filet de sécurité sous moi avant de partir. À la fin de la lettre, elle écrivait à propos de mon père. Elle lui demandait de rester proche de moi, de me faire passer en premier parfois, de me protéger quand les autres voix devenaient trop fortes. Voir ces lignes rendait impossible de prétendre que son silence avait été neutre. Garder cette lettre dans un tiroir n'avait pas été juste de l'évitement. C'était le choix d'ignorer la seule personne qu'il prétendait regretter. Quand j'ai fini de lire, j'ai plié le papier le long de ses plis d'origine et je l'ai glissé à nouveau dans l'enveloppe. Pas parce que je voulais la cacher encore, mais parce que je voulais être celle qui déciderait où elle vivrait dorénavant. Je l'ai glissé dans mon propre sac. Pour la première fois depuis des années, l'histoire que je me racontais sur cette famille a commencé à changer de forme. Je n'étais pas la pièce en trop qui ne s'adaptait jamais tout à fait. J'étais la seule personne à qui ma mère avait fait confiance pour voir les choses, quand tous les autres préféraient la version de la réalité qui les gardait confortables. En sortant de ce bureau, j'ai senti quelque chose de solide sous mes pieds qui n'y était pas auparavant. Je ne savais pas exactement ce que je ferais ensuite, mais je savais au moins ceci, quoi qu'il arrive après ce moment, ce ne serait plus construit sur leur silence. Plus tard cette nuit-là, quand j'ai enfin quitté la maison de mon père et que je suis rentré dans mon appartement, la lettre est restée à portée de main, comme un objet fragile que je ne pouvais pas poser. Je l'ai mise sur la table à côté de mes clés et je me suis assise dans le calme, écoutant le bourdonnement sourd d'un endroit qui n'appartenait qu'à moi. Le contraste entre cet espace et celui que je venais de quitter semblait brutal. Pendant des années, je m'étais dit que la distance dans ma famille était une dérive malheureuse, quelque chose qui s'était produit lentement, presque accidentellement. Assise là, avec les mots de ma mère devant moi, cette histoire s'est effondrée. Elle avait vu ce qui allait arriver. Elle avait mis de l'argent et des instructions entre moi et les gens qui finiraient par décider que j'étais optionnel. Des images du passé ont commencé à s'aligner dans mon esprit comme des preuves. J'ai pensé au premier Noël après sa mort, quand Linda avait proposé de tout trier pour que mon père n'ait pas à le faire. Il était resté là, l'air perdu et reconnaissant, pendant qu'elle empilait des cartons, triait des piles, et prenait tranquillement le contrôle de tiroirs qui ne lui avaient jamais appartenu. À l'époque, cela ressemblait à de l'aide. Maintenant, cela ressemblait à un accès. Je me suis souvenu comment Linda semblait toujours être celle qui se tenait le plus près du courrier, celle qui se portait volontaire pour déposer des choses à la poste, celle qui triait les papiers avant même que mon père ne sache ce qui était arrivé. Elle présentait cela comme une façon de le garder organisé, de lui enlever du stress. C'était facile d'accepter cette histoire quand je voulais croire qu'ils faisaient tous simplement de leur mieux. C'était plus dur maintenant, sachant qu'une lettre avec mon nom avait été mélangée et remise dans un tiroir au lieu d'atterrir dans mes mains. Mes pensées ont dérivé vers ma petite sœur et la façon dont Linda parlait d'elle devant d'autres parents, louant son sens des responsabilités, sa façon d'être présente pour la famille. Le sous-entendu était toujours là, juste assez fort pour que je l'entende sans que personne n'ait à prononcer mon nom. Ma sœur était le bon exemple. J'étais l'exemple à ne pas suivre, celle qui avait déménagé et qui, soi-disant, avait cessé de s'en soucier. Mais la lettre racontait une version différente de qui j'étais et de comment je les avais aimés. Elle me rappelait les fois où j'étais revenu pour les fêtes, seulement pour être accueilli par des sourires crispés et le sentiment que j'entrais dans une histoire qu'ils avaient déjà écrite sans moi. Chaque visite ébréchait ma confiance, jusqu'à ce que j'arrête de venir aussi souvent. Ils ont pris mon recul comme la preuve que je n'avais pas ma place. En réalité, c'était de l'autodéfense. Elle m'avait fait assez confiance pour me donner une certaine indépendance. Quelqu'un d'autre avait décidé que cette indépendance était négociable. L'idée que Linda voie mon nom sur cette enveloppe, reconnaisse ce que cela signifiait, et la laisse glisser dans un tiroir me retournait l'estomac. Ce n'était pas juste de la négligence. C'était de la commodité. Me garder dans l'ignorance signifiait garder l'équilibre du pouvoir là où elle le voulait, avec les gens assis confortablement à cette table. J'ai essayé d'accorder à mon père une once de grâce. Je savais qu'il n'était pas calculateur ou cruel de la façon dont les méchants sont faciles à repérer. Son défaut était différent. Il évitait le conflit si minutieusement qu'il laissait d'autres personnes décider quelle vérité avait le droit de faire surface. Ignorer l'enveloppe lui avait coûté quelque chose, aussi. Cela avait vidé de sa substance toute prétention qu'il avait encore d'être le parent qui me connaissait.
Plus je retournais la chose dans mon esprit, moins cela ressemblait à une offense émotionnelle, et plus cela ressemblait à un ensemble de choix. Quelqu'un avait décidé ce que j'avais besoin de savoir et quand. Assise à ma propre table, j'ai réalisé que j'avais fini de jouer le rôle qu'il m'avait discrètement assigné. La fille distante et peu fiable qui était supposée être partie à l'aventure toute seule. Je n'étais pas parti à l'aventure. J'avais été poussé. J'ai repris l'enveloppe, traçant le bord avec mon pouce. Cela ne ressemblait plus à une relique d'une autre vie. Cela ressemblait à de la documentation, la preuve que ma mère m'avait vu clairement, et que quelqu'un d'autre avait travaillé tout aussi dur pour brouiller la vue. Les prochaines étapes ont commencé à s'aligner dans ma tête. Il y avait des professionnels qui s'occupaient de comptes comme celui qu'elle mentionnait. Il y avait des registres, des dates, des signatures, toutes ces choses qui laissent des traces quand les gens prennent des décisions qu'ils n'auraient pas dû prendre. Pour la première fois, l'idée d'examiner tout cela ne m'intimidait pas. Elle me stabilisait. Ils avaient passé des années à me traiter comme celle qui ne pouvait pas supporter la vérité. Maintenant, la vérité était la seule chose qui m'intéressait. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec ce genre de concentration qui ne se manifeste généralement qu'en cas d'urgence. La lettre reposait sur la table de nuit où je l'avais laissée, l'enveloppe cornée à un coin. La laisser bien en vue ressemblait à une promesse. Plus question de faire semblant de ne pas savoir ce que je savais. J'ai fait du café, ouvert mon ordinateur portable à la table de la cuisine, et tapé le nom de la banque que ma mère avait écrit. Le logo sur l'écran semblait personnel maintenant que je comprenais qu'il était lié à un plan qu'elle n'avait jamais pu mener à bien. Je me suis inscrite pour l'accès en ligne, étape par étape, répondant aux questions de sécurité qui ressemblaient à un quiz sur ma propre enfance. Ville de naissance, première voiture, la rue où nous vivions quand j'étais au collège. Chaque réponse correcte rendait la chose plus réelle. Quand le compte est enfin apparu avec mon nom attaché, c'était comme si le sol sous mes pieds se stabilisait et bougeait en même temps. Le sol n'était pas une fortune de conte de fées, mais il était assez important pour compter, assez pour que le fait de me le cacher pendant des années dise quelque chose d'indéniable sur les priorités dans cette maison. En faisant défiler l'historique, un motif a émergé. Les dépôts s'alignaient avec les années où ma mère était vivante et travaillait. Après sa mort, il y avait un vide, puis de petits retraits réguliers. Pas des montants énormes, mais constants, prévisibles, comme quelqu'un qui prend des gorgées prudentes dans un verre qui ne lui appartient pas, en espérant que personne ne remarquera que le niveau baisse. J'ai noté les dates et les montants dans un carnet, me sentant plus comme une auditrice que comme une fille. Chaque ligne sur la page marquait une autre décision prise sans moi. Traduire la trahison en chiffres était étrangement apaisant. Les sentiments peuvent être rejetés. Les relevés bancaires restent là et vous fixent en retour. Mon téléphone s'est allumé avec le nom de mon père. Je l'ai regardé vibrer sur la table et s'éteindre. Une minute plus tard, un message est arrivé, disant qu'il voulait parler quand j'aurais le temps. Je ne l'ai pas ouvert. Je n'étais pas prête à entendre son histoire superposée aux preuves devant moi. Un peu plus tard, la ligne fixe de chez lui est apparue sur l'écran. J'ai imaginé Linda dans la cuisine, le téléphone à la main, essayant de façonner le récit avant que je ne le puisse. J'ai laissé cet appel sonner dans le vide aussi. Pour une fois, je n'allais pas me précipiter pour apaiser l'inconfort de qui que ce soit. Au lieu de cela, j'ai continué à travailler. J'ai cherché des informations sur les comptes inactifs, les droits des bénéficiaires, et ce qui se passe quand des fonds destinés à une personne profitent discrètement à une autre. Le langage sur les sites web était sec, mais sous les phrases juridiques, je pouvais sentir les contours de ce qui s'était passé. Il y avait des règles claires sur la notification, la documentation et l'autorité. Quelqu'un s'était arrogé un rôle qu'il n'était jamais censé avoir. Chaque clic de souris ressemblait à une nouvelle entaille dans l'histoire que ma famille aimait raconter sur moi, celle qui n'était pas fiable, celle qui ne comprenait pas comment les choses fonctionnaient. Plus j'apprenais, plus il devenait difficile de prétendre qu'il s'agissait d'un malentendu. C'était une série de choix. À la mi-journée, j'avais une liste de questions et une courte liste de bureaux que je devais contacter. J'ai appelé le service client de la banque en premier, gardant ma voix stable en expliquant que j'avais récemment découvert un compte créé à mon nom par un parent décédé. La représentante ne pouvait pas tout partager par téléphone, mais elle en a confirmé assez. Il y avait un compte. Il était lié à mon numéro de sécurité sociale. Il y avait eu de l'activité après la mort de ma mère. Elle m'a dit quels documents je devais apporter en personne, pièce d'identité, certificat de décès, tout ce qui concernait la succession.
Son ton est resté professionnel, mais il y a eu une brève pause quand elle est arrivée à la partie sur les retraits posthumes. Ce n'était qu'un battement de cœur de silence, mais cela m'a dit que ce que je décrivais ne semblait pas anodin de son côté de la ligne non plus. Quand l'appel s'est terminé, je suis resté immobile, le stylo entre les doigts. La cuisine autour de moi semblait la même que la veille. Le mug ébréché sur le comptoir, la veste accrochée à la chaise. La seule différence était que maintenant, j'avais la preuve que les plans de ma mère ne s'étaient pas évanouis avec elle. Ils avaient été traités comme une ressource. L'ancienne version de moi se serait peut-être arrêtée là, intimidée par l'idée d'affronter des gens qui étaient censés m'aimer. Cette version-ci était fatiguée d'une manière différente. La peur que j'avais portée autour d'eux pendant des années laissait place à quelque chose de plus froid et de plus stable. Ils avaient construit leur confort sur l'hypothèse que je resterais silencieuse et reconnaissante pour les miettes d'inclusion qu'ils offraient. Pour la première fois, j'envisageais ce qui pourrait arriver si je cessais d'accepter ce rôle. En quelques jours, les rendez-vous étaient fixés. C'était étrange de voir à quel point ces étapes semblaient ordinaires sur mon calendrier. Une visite matinale à la banque, un créneau l'après-midi avec une avocate qu'une amie m'avait recommandée. Ils étaient là, entre les réunions de travail et les listes de courses, comme si une trahison silencieuse n'était qu'une course de plus. À la banque, j'ai remis ma pièce d'identité et les documents qu'ils avaient demandés, regardant les yeux de la guichetière passer de mon permis à l'écran. Elle a tapé pendant un moment, puis s'est excusée et a disparu dans un bureau à l'arrière. Quand elle est revenue, une deuxième personne était avec elle, quelqu'un avec un titre sur son badge au lieu de juste un prénom. Il s'est présenté et m'a invité dans un petit bureau vitré, à l'écart du hall. Je me suis assise, la lettre dans mon sac comme une seconde colonne vertébrale. Il a expliqué ce qu'il pouvait confirmer et ce qui nécessitait plus de temps pour examen. Le compte avait été ouvert par ma mère. J'étais la propriétaire désignée. Il y avait eu des dépôts réguliers de son vivant, puis une pause, puis des retraits traités par le biais de la succession. Il a lu les dates, et mes notes prises sur la table de la cuisine s'alignaient. L'entendre de sa bouche était différent de le voir sur un écran à la maison. Cela a arraché la dernière fine couche de doute que je portais. Ce murmure disant que peut-être j'avais mal compris. C'était là, en langage institutionnel. Cela n'avait pas suivi le chemin que ma mère avait tracé. Il n'a pas dit que quiconque avait fait quelque chose de criminel. Les institutions sont prudentes. Au lieu de cela, il a parlé de questions autour de l'autorisation et de l'importance d'une communication claire avec les bénéficiaires. Il m'a encouragé à demander un relevé complet et m'a suggéré de parler avec quelqu'un spécialisé dans les successions. Son ton est resté neutre, mais il a fait une pause juste assez longue pour que j'entende ce qu'il ne disait pas. Plus tard, dans le bureau de l'avocate, j'ai étalé la lettre, les relevés de compte et la chronologie approximative. Elle a écouté sans m'interrompre, prenant occasionnellement une note. Elle n'a pas semblé surprise. Elle m'a exposé les options. Il y avait des voies légales pour contester la façon dont les fonds avaient été gérés, des moyens de poser des questions difficiles dans un langage officiel que des gens comme Linda ne pouvaient pas balayer d'un revers de main. Elle m'a aussi rappelé que tout poursuivre prendrait du temps et de l'énergie, et signifierait garder le contact avec des gens qui m'avaient déjà montré à quel point ils valorisaient peu ma place. En discutant, j'ai réalisé que je ne cherchais pas une scène dramatique ou un spectacle public. Ce que je voulais était beaucoup plus simple et plus froid, récupérer ce que ma mère m'avait destiné, et m'éloigner des rôles qu'ils avaient écrits sans mon consentement. La justice pour moi ressemblerait à ne plus me tenir à leur porte en espérant qu'on me laisse entrer. L'avocate m'a aidé à rédiger des lettres et des requêtes, le genre qui arrive par courrier recommandé et nécessite une signature. J'ai imaginé Linda au comptoir de la cuisine, stylo en main, signant pour une enveloppe qu'elle ne pourrait pas glisser nonchalamment dans un tiroir. Pour une fois, le papier ne jouerait pas en sa faveur. Sur le trajet du retour, j'ai pensé à quel point cela semblait différent de la façon dont j'avais toujours été avec eux. Dans le passé, s'il y avait un problème, je me précipitais pour l'aplanir, tapissant chaque limite avec des excuses. Maintenant, mes pas étaient mesurés, documentés. Je n'élevais pas la voix. Je refusais simplement de laisser la leur être la seule version de l'histoire. De retour à mon appartement, j'ai tout étalé sur la table. La lettre, les notes de la banque, le plan de l'avocate. Cela ressemblait moins à une situation familiale qu'à un dossier d'instruction. Au lieu de me faire mal, cela confirmait ce que mes instincts me chuchotaient depuis des années. Certaines personnes ne sont de la famille que tant qu'elles profitent du fait que vous jouez votre rôle. Je n'ai pas parlé des rendez-vous à mon père.
Je ne l'ai pas prévenu que des documents arrivaient, que des questions étaient formulées d'une manière qu'il ne pourrait pas esquiver avec des blagues nerveuses et des commentaires vagues sur le deuil. Il avait choisi de ne pas agir quand l'enveloppe avait fait surface pour la première fois. Maintenant, je choisissais d'agir sans attendre sa permission. Le silence de leur côté s'est fait plus lourd au fil de la semaine, ponctué par l'appel occasionnel d'un numéro non enregistré à des heures bizarres. J'ai laissé chaque sonnerie s'éteindre. S'ils voulaient soudainement converser, ils pouvaient le faire par écrit. Sous la colère et le sentiment de violation, quelque chose de nouveau commençait à se former. Ce n'était pas la paix, et ce n'était pas la vengeance. C'était quelque chose de plus stable. La compréhension que je n'avais pas à continuer de courir après des gens qui m'avaient déjà montré comment ils me classaient. Quoi qu'il arrive ensuite, je les rencontrerai depuis un sol solide, pas depuis le porche avec un plateau de biscuits dans les mains. Une fois les lettres recommandées parties, je savais que le calme de leur côté ne durerait pas. Je n'imaginais pas de confession dramatique, juste la panique habituelle derrière des portes closes alors qu'ils essayaient de s'accorder sur une histoire qui sonnerait moins accablante. L'appel auquel j'ai finalement choisi de répondre venait de mon père. Sa voix semblait plus fluette que dans mon souvenir. Il a dit qu'ils avaient reçu des documents juridiques et pensaient que nous devrions parler en personne. Pas d'excuses, juste une demande. J'ai accepté, mais à mes conditions. Je passerai dans l'après-midi, pas pour le dîner ni pour une fête. Pas question de faire semblant que c'était une visite familiale chaleureuse. En conduisant vers la maison, j'ai réalisé que je n'espérais rien d'eux. J'arrivais, simplement. Il m'a conduite au petit bureau près du garage. Linda était déjà là, se tenant raide à côté du bureau. Ma sœur rôdait dans le couloir, assez près pour écouter, assez loin pour prétendre qu'elle n'était pas impliquée. Le classeur était là où il avait toujours été, l'endroit où l'enveloppe de ma mère avait attendu pendant des années. J'ai posé mon carnet et j'ai passé les faits en revue. J'avais accédé au compte que ma mère avait ouvert. J'avais documenté les retraits qui avaient commencé après sa mort. J'avais confirmé avec la banque que j'étais la propriétaire désignée. J'avais parlé avec une avocate. Je ne demandais pas ce qu'il ressentait. Mon père n'a pas contesté les chiffres. Il a admis qu'il avait vu l'enveloppe des années plus tôt et l'avait laissée là. Il a parlé d'avoir été submergé et d'avoir fait confiance à Linda pour gérer les choses. Une liste de façons dont il avait choisi de ne pas être responsable. La défense de Linda est venue vite. Elle a dit que l'argent avait servi à maintenir le ménage à flot et à présenter cela comme une nécessité. Autrefois, je me serais peut-être accroché à cette histoire pour ne pas avoir à croire que ma propre famille pouvait me traiter comme une ligne comptable. Maintenant, cela ressemblait juste à quelqu'un expliquant pourquoi il s'était senti autorisé à utiliser ce qui m'était destiné. Je leur ai dit que je récupérerais ce qui restait et que j'étais prête à demander une comptabilité complète de ce qui avait été pris. Je n'ai pas menacé. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai simplement décrit ce qui était déjà en marche. L'expression de Linda s'est durcie. Elle comprenait clairement à quoi cela pourrait ressembler si quelqu'un d'autre voyait les papiers. Mon père a finalement semblé réaliser que la neutralité avait été un choix, pas un bouclier. Il a essayé une fois de ramener les choses vers les souvenirs. Le rire de ma mère. Les vieux Noël. Pendant des années, ces images avaient suffi à me ramener. Maintenant, elles ne faisaient que souligner à quel point il s'était éloigné de ce qu'elle demandait dans cette lettre. Je n'ai pas récité chaque offense. Je suis resté simple. Le compte existait pour moi. Ils l'avaient utilisé comme s'il était à eux. À l'avenir, je gérerais les choses par les canaux déjà ouverts. Et une fois que ce serait résolu, je m'éloignerais entièrement. Plus question de frapper à cette porte avec de la nourriture et des cadeaux, en espérant être invité à nouveau dans une famille qui m'avait discrètement voté dehors. Mon père et moi avons échangé quelques brefs SMS à propos de signature et de délai. Il avait l'air fatigué, comme s'il ne voyait que maintenant le coup d'avoir choisi le confort plutôt que le courage. Linda ne m'a jamais contacté. Le silence de son numéro en disait plus que n'importe quelles excuses. De mon côté, la vie a commencé à ressembler à la mienne. J'ai utilisé les fonds que j'ai récupérés comme ma mère l'avait prévu, comme un filet de sécurité, pas un canot de sauvetage. J'ai remboursé des dettes, fait des choix sans vérifier mentalement comment ils passeraient à la table de mon père. La douleur d'être laissé de côté n'a pas disparu, mais elle a cessé de ressembler à la preuve que j'étais insuffisante. Je relisais souvent la lettre de ma mère, pas pour me torturer, mais pour rester aligné avec la version de moi en laquelle elle croyait.
Elle avait demandé à mon père de me protéger et de me garder proche. Il ne l'avait pas fait. Je ne pouvais pas réécrire ses échecs. Ce que je pouvais faire, c'était refuser de continuer à rester sur le pas de la porte dont elle s'était inquiétée. Les gens adorent dire que la famille est tout. Que le sang devrait l'emporter sur n'importe quel contrat ou relevé bancaire. C'est peut-être vrai dans les foyers où les promesses sont tenues. Dans le mien, la trace papier, l'écriture, les dossiers, les signatures disaient la vérité que les gens autour de la table ne disaient pas. M'éloigner n'a pas ressemblé à une vengeance. C'était comme me choisir enfin moi-même, avec la même détermination calme que ma mère avait montrée quand elle avait ouvert ce compte à mon nom. J'ai fermé leur porte derrière moi, de l'extérieur, et j'ai commencé à me poser une question que je pense que beaucoup de gens portent en silence. Quand les gens qui vous revendiquent comme leur famille vous montrent que votre place est conditionnelle, est-ce que rester est vraiment de la loyauté, ou juste une autre façon de s'abandonner ?